on va parler de pattern matching en JavaScript. Et en fait, ce talk aurait pu être appelé comment jouer avec les limites d'ECMAScript. Donc c'est plutôt là la partie qui va nous intéresser. Et avant de commencer, déjà, qu'est-ce que le pattern matching? Un petit rappel. En fait, si on lit la définition sur Wikipédia, le pattern matching, en fait, ça vous permet de, en fonction d'une séquence de tokens, de dire, bah tiens, pour tel ensemble, tel pattern, tu vas me faire telle action. Ça permet aussi de faire de l'extraction d'informations. On verra à la fin comment on peut faire ça. Et par exemple, du pattern matching en Scala, ça se présente sous la forme suivante. Vous avez ici une définition d'une fonction qui prend en paramètre un int, qui retourne une chaîne de caractères, et on dit quand le paramètre ici match un de ces cas-là, alors ça me retourne ça ou ça ou ça. Donc ça, c'est un exemple qui a été pris sur Internet. Quand mon choice c'est 1, alors ma fonction va retourner yes. Ça, c'est très simple. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va vouloir faire de la récursion. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une fonction factorielle qui prend en paramètre un int, qui va retourner un int, et on dit, pour n, donc il y a le paramètre que j'ai reçu en entrée, si n est égal à 0, alors c'est 1, tu me retournes 1, sinon, si c'est égal à n, tu me fais n multiplié par fac de n-1. Donc là, on a la récursion comme ça. De la même façon, en OKML, on retrouve aussi cette syntaxe-là. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois, vous avez... là, on n'a même pas besoin de mettre match, le mot-clé match, mais simplement pipe, et puis 0, flèche, 1, etc. Donc on trouve cette notion de flèche aussi qui est intéressante au niveau de la syntaxe. Maintenant, un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'un développeur JavaScript a envie de faire du pattern matching? Parce que c'est peut-être ça aussi la problématique. Ça se passait un soir, du coup, en travaillant sur une application dont l'objectif est d'être utilisé en R&D chez iAdvise. Ici, vous avez... à chaque fois, ça a été mis en secret, mais bon, ça c'est parce que c'était partagé. Mais ici, vous avez un repository GitHub. Et ici, vous avez ce repository GitHub représente une application, et ici, vous avez l'application qui est lancée. Donc, on voit, par exemple, pour ce repository-là, on avait 6 applications de lancées. Et pour chacune de ces applications-là, elle est lancée forcément à un numéro de commit. Donc là, en fait, cet outil permet de visualiser, au format graphe, quelles sont les applications qui sont actuellement lancées en production sur notre plateforme. Pour chaque application, de savoir si elle est down. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'à tel commit, cette application-là est down, ou quand elle est up. Et d'avoir une visualisation, surtout quand on fait du microservice, qu'est-ce qui communique avec quoi, comment, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse tous se pérenniser là-dessus, construire là-dessus, etc. Et même l'idée, c'est que ça devienne à terme open source. Et à un moment donné, il y avait ce code-là. Donc on est d'accord qu'il y a des nodes, et les nodes ont des relations entre elles. Et ici, on avait un tableau d'objets. Et ce tableau d'objets, en fait, je faisais un map là-dessus, et pour chaque objet, je me suis dit, ah, ça serait tellement cool de pouvoir écrire cette syntaxe-là. Donc, j'ai un lien, et ce lien-là, en fait, avec cette syntaxe-là, je dis, si il contient un attribut protocole qui a pour valeur HTTP, alors tu vas me retourner 1. Alors, l'exemple a été simplifié parce que ça n'a aucun sens. Si c'est protocole AMQP, alors tu me retournes 2. Et dans les autres cas, normalement, quand on fait du pattern matching, là, comme par exemple si link ne contenait pas protocole ou n'était pas un objet ou etc., normalement, ce code-là doit cracher, si on suit les règles de pattern matching. D'accord? Et à la fin, comme je suis dans un map, normalement, je vais avoir des 1 et des 2. Bon. Et puis, je me suis dit, bon, allez, allons-y, lançons ça. Forcément, ça crache, on se tape une expected token. Et du coup, là, il y avait toute la soirée de dispo, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. On se dit, ah ouais, 18h, allez, je me dis, est-ce que je suis capable de faire ça dans la soirée? Est-ce qu'il y a moyen quand même d'arriver à quelque chose? Donc, comme tout développeur, on fixe d'abord les objectifs, on recueille du besoin. Il fallait trouver une syntaxe qui était syntaxiquement réduite, courte, qui soit très orientée dans l'esprit JavaScript. C'était pas la peine de faire des tableaux dans des tableaux dans des tableaux, comme on verra plus tard, et ça existait déjà, cette approche-là. Et aussi, ça doit supporter une approche fonctionnelle. Et on verra un peu ce que j'entends par là. Donc une fois que les objectifs ont été définis, il fallait définir ensuite la syntaxe. Quelle va être la syntaxe que je vais vouloir mettre, comment je vais y arriver. Donc je suis parti de là, et l'idée c'était de définir qu'est-ce qui est invalide, et comment on fait pour le rendre valide en modifiant le moins possible ces syntaxes-là. Parce que là c'est assez compréhensible, on arrive à comprendre que ça c'est ce vers quoi je vais matcher, et ça va être ma valeur en face. Donc l'idée c'était de partir, de se rapprocher de cette syntaxe-là, parce que ça ressemble énormément aux autres langages, et quand quelqu'un arrive en JavaScript, tu pourras dire, oh bah tiens, il y a cette librairie qui me fait ça, et je m'y retrouve. Donc deux approches, sachant que ça en fait c'est ce qui est invalide syntaxiquement. Donc ici on a, ça on va en reparler de cette partie-là, mais ici on a une fonction qui prend aucun paramètre,
Mais le problème, c'est que quand on définit une fonction sous cette forme-là, il faut obligatoirement mettre des parenthèses. Ou alors, on dit bah, finalement on n'a pas de fonction et on retourne juste une valeur. Donc là, ça c'est une déclaration d'un objet qui a des valeurs entières, et là ici on a la déclaration d'un objet qui a pour valeur des fonctions. Et les deux sont syntaxiquement valides. Et tout le reste est syntaxiquement valide, puisque ici, quand vous avez des crochets dans les noms de propriétés, en fait, c'est ce qu'on appelle des computed property names, c'est disponible depuis ECMAScript 6, et ce que ça veut dire, c'est que cette partie-là va être évaluée, et le résultat de cette évaluation sera le nom de la propriété dans l'objet. Et ça sera évalué en forme de chaîne de caractères. Et du coup, sur le map, en fait, si vous essayez de faire un link flèche à un objet vide, bon, ça retourne undefined, parce que à chaque fois qu'on met des accolades, on est obligé de mettre un return. Donc de toute façon, cette syntaxe-là ne passait pas. J'ai pupille, pas de chance. La syntaxe du dessous, pareil, si on mettait 1, on est obligé de mettre un return, ça marche pas. Et donc si on met un return de 1, finalement, on n'est pas du tout dans la syntaxe qui était de dire, bah oui, je vais avoir mes patterns à gauche, etc. Donc, syntaxiquement, c'est valide, sémantiquement, c'est faux. On n'a pas du tout ce qu'on souhaite. À la fin du map, là, quand on regarde, on a un tableau de 1, mais on n'a pas du tout un pattern qui a été mis en place. Ah, j'ai plus de batterie du tout. Ok, bon, on va faire ça à l'ancienne. Par contre, si on passe de cette syntaxe, si on passe de cette syntaxe là à cette syntaxe là, où on rajoute une fonction d'ordre supérieur qui s'appelle match, et en fait, ce que fait match, purement hypothétiquement à ce moment-là, c'est ça nous retourne une fonction qui va être utilisée pour l'itération. En fait, cette fonction-là a été déjà précompilée et nous permettra de faire notre itération. Donc ça, c'est valide syntaxiquement. Tu peux te rapprocher encore si tu veux. Ouais. Ça, c'est valide syntaxiquement. Et l'idée, c'était de se dire, oui, bah là, j'ai utilisé dans un map, donc ça m'a retourné, en fait, c'est une fonction d'ordre supérieur, c'est une fonction qui m'a retourné une fonction. Ça serait aussi bien l'utiliser simplement comme simple fonction, où en premier paramètre, je lui passerai ma valeur sur laquelle je voudrais faire un match. Donc ça, c'était la syntaxe. C'était les deux syntaxes que je souhaitais et qui étaient syntaxiquement valides. Oui, non, c'est pas, comme tu veux. Deuxième approche, donc une fois qu'on a défini la syntaxe, là en se disant si on pouvait avoir une sémantique derrière, si sémantiquement ça fait ce qu'on souhaite, ça serait tellement cool parce que syntaxiquement c'est vraiment ça. Du coup, l'idée c'était de partir de ça et de se dire ok, là ici j'ai un pattern à gauche, comment je fais pour le rendre, pour transformer ça en une fonction qui va me permettre de matcher quand l'objet qui est passé a un attribut avec comme valeur HTTP. En fait, quand on regarde les specs d'ECMAScript 6, on apprend que lorsque vous faites une initialisation d'un objet, donc Object Initializer Syntax, vous avez la capacité d'avoir les computed property names, et en fait, ce que vous allez mettre à l'intérieur, ça va être évalué. En fait, on va faire un toString là-dessus. Bah oui, mais du coup, si on fait un toString, ça nous donne ça. La première instruction est évaluée, donc protocole HTTP toString, ça fait object-object, avec pour valeur 1, puis ensuite on évalue la seconde partie, object-object pour valeur 2. Du coup, ça écrase la première valeur. Du coup, on a un objet résultant qui est object-object 2. Donc là, on se dit, ça y est, la soirée va commencer à être marrante. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on peut outrepasser cette limitation de JavaScript qui nous dit qu'en fait, dans les clés, on a forcément des chaînes de caractères et qu'on ne peut pas avoir autre chose, ou des symboles, chaînes de caractères ou symboles. Donc là, ça commence à devenir sale. En fait, l'idée, c'est de se dire, bon, on va utiliser une fonction qui va s'appeler when, qu'on retrouve avec les cases qu'on a, par exemple, en ce cas-là. Et cette fonction-là va prendre en paramètre nos patterns. Si je passe aucun pattern, c'est l'équivalent du catch-all. C'est-à-dire que quand le when, entre parenthèses, là, me dit, en fait, tu prends tout, en fait. Ça retournera toujours vrai, et donc la valeur sera 0. Et l'idée, c'est que when, en fait, face à JSON.stringify, de ce qu'on lui passe en paramètre. C'est là où ça commence à devenir sale. Donc par exemple là, voilà, vous voyez l'exécution des deux premières lignes retourne le JSON en chaîne de caractères, donc il va pouvoir être lu par notre fonction match. Et à la fin, en fait, le when entre parenthèses, ça nous retourne un symbole, parce que les symboles, on peut aussi les passer. Le problème des symboles, c'est on ne peut pas leur assigner de valeur, en fait, ils sont en read-only. C'est dommage, parce que sinon, là, on avait la solution, on n'avait même pas besoin de passer par un JSON.stringify, on pouvait simplement créer un nouveau symbole à chaque fois et lui associer des valeurs. Et là, on avait la capacité de passer des informations entre cette partie-là et notre match, sans avoir besoin de stringifier et de JSON parser ensuite. C'est dommage.
Et en fait, l'implémentation, si on doit la réduire, ce qui est très proche de la version actuelle, on regarde props. Si props est égal à undefined, alors on retourne notre symbole catch-all, qui est une variable globale mais interne à la librairie. Et sinon, on fait un JSON.stringify. Petite parenthèse d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais JSON ne supporte pas undefined. Du coup, si vous faites un JSON.stringify d'un tableau qui comprend undefined, à votre avis, ça retourne quoi? Si on fait un JSON.stringify d'un tableau qui comprend undefined. Un tableau vide. C'est pas genre entre crochets undefined. Alors du coup, il y a un quiz sur mon Twitter, allez-y. Mais la réponse, c'est que ça vous retourne un tableau qui comprend nul. Ah, pas mal. Et si vous faites un JSON parse derrière, et en fait c'est normal parce que quand on regarde les specs de JSON, on s'aperçoit que nul est supporté mais pas undefined. Donc ça explique pourquoi ici on n'essaye pas de faire un JSON.stringify de undefined. Et deuxième point qui est assez problématique avec les objets en JavaScript, c'est que c'est une collection de propriétés non ordonnées. Alors c'est assez intéressant parce qu'on s'amuse quand même avec ça en tant que développeur. On sait que V8, Chakra, etc., quand on fait une boucle sur des propriétés, on s'attend à avoir entre les différentes implémentations le même ordre des propriétés. Mais en fait, on ne devrait pas, parce que si on lit les specs, il n'y a pas d'ordre entre ces propriétés-là. Ce qui fait qu'un moteur JavaScript qui, lorsque je vais créer des attributs A, B, C, et que je boucler là-dessus, normalement je pourrais retrouver C, B, A. Et ça serait totalement valide vis-à-vis du standard. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, en fait, c'est arrivé. On a eu le problème. Ici, on a when.range, qui est en fait une fonction qui vous retourne ce que vous voyez en bas, là, une chaîne de caractères qui comprend 5 symboles range avec entre 0 et 43, et when42, pardon, qui doivent juste matcher la valeur 42. Et en fait, quand on bouclait là-dessus, on n'avait pas le même ordre. On avait par rapport à ce qui avait été défini ici, au moment de la déclaration, quand on faisait une boucle sur cet objet-là, on n'avait pas le même ordre. Du coup, la question a été de dire, bah oui, mais comment on gère ça? Alors là, ça commence à devenir ça, encore plus sale qu'avant. Il y a des personnes, parce que la librairie, en fait, à l'époque, était déjà publiée, il y avait déjà des personnes qui commençaient à l'utiliser, et en fait, un premier tour, ça a été de dire, bah tiens, vous allez utiliser newmap. Enfin, si vous regardez la syntaxe ici, on a un newmap, on y passe un tableau de tableau. Et c'est pas du tout esthétique, et en plus, on aurait très bien pu passer directement un tableau de tableau plutôt que s'embêter à faire un newmap, ce qui raccourcissait. Mais ça, cette approche-là, en fait, on la trouve dans d'autres librairies de pattern matching en JavaScript. Après, est-ce que ces librairies n'ont pas rassemblé une forte communauté parce que justement cette syntaxe-là est dégueulasse? C'est une question à se poser. Mais du coup, nous, il fallait qu'on trouve une solution. Comment est-ce qu'on peut corriger ça? Alors, attention. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on s'aperçoit qu'on a un même call site. C'est-à-dire que c'est when.range et when vont être appelés successivement l'un après l'autre. Et ça sera forcément dans cet ordre-là, ça ne peut pas être dans un autre ordre. On sait que JavaScript est single thread, du coup il ne peut pas y avoir une coupure d'exécution entre when.range, ça passe sur un autre endroit, et puis ça exécute encore un match when, etc. C'est important pour la suite. Et on sait que l'évaluation va être séquentielle. Du coup, une solution, c'est de se dire, oh bah, c'est simple, on va prendre un UID interne à la librairie, comme le fait jQuery d'ailleurs, et puis on va l'incrémenter à chaque appel de when. Et de cette manière, quand on fait notre serialisation, on a 0, symbole, nanana, 1, etc. Et quand match, que vous avez ici, va lire cet objet-là avec ses clés en paramètres, il va pouvoir les réorganiser en prenant le premier paramètre, la position. Et ça vous permet de retrouver la position originale dans la déclaration. Alors, c'est pas quelque chose dont on doit être fier comme approche, hein. Et d'ailleurs, comme ça a été soulevé au Human Talk la semaine dernière, si on arrive sur des grands nombres, par exemple, quand je dis un grand nombre, c'est par exemple les grands nombres que vous avez sur les Twitter ID. Vous avez vu Twitter dans le JSON qui vous retourne, il vous retourne en format number et puis ID str, parce qu'on sait que le nombre, en fait, quand vous allez lire, vous avez une différence entre le ID et le ID str, parce que le ID str, là, vous n'avez pas de perte d'information, tandis que le ID, quand on est sur des grands nombres en JavaScript, on a de la perte d'information. Bon, le problème a été soulevé au Human Talk la semaine dernière. C'est un cas extrêmement... parce qu'en fait, le pattern matching, vous allez le définir une fois, et après, une fois qu'il est défini, la fonction qui vous est retournée, elle n'a pas d'incrémentation de cet index-là. Donc, c'est assez mythique. Enfin, avant que ça arrive en production, on peut se brosser. Et puis, ça, c'est le premier point. Et le second point, on va peut-être essayer aussi de passer plutôt une chaîne de caractères, travailler avec des chaînes plutôt que des nombres, et de cette manière, on arrivera à s'en sortir. Donc, c'est pas irrésolvable, on peut s'en sortir. Et enfin,
dernier problème au niveau de notre sémantique. Donc là, pour l'instant, on arrive à gérer le problème que les clés sont des chaînes de caractères. Donc là, on a réussi à passer de l'information entre notre when et notre match. Donc ça, c'est bon. Les clés ne sont pas ordonnées. Donc là, on rajoute un UID qu'on incrémente. Donc ça, c'est bon. Et en fait, il restait aussi un dernier point qui était de dire, bah oui, mais là, fact, c'est une match me retourne une fonction que je vais, dont la valeur va être récupérée dans fact. En fact, je passe une valeur. Je vais aussi pouvoir récupérer cette valeur à l'intérieur de mes valeurs de pattern. Donc ici, n multiplié par fact n-1, donc qui ressemble énormément à l'exemple en Scala, je ne peux pas l'utiliser parce que n est indefined. Comment je fais? En fait, la solution était de se dire, bah, c'est simple, on va encore utiliser des fonctions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, la librairie vous dit que si vous précisez une fonction en valeur, cette fonction-là va être évaluée avec la valeur que vous avez passée à match. Donc par exemple, ici, quand je fais fact de 10, la fonction que vous voyez en bas à droite, n va être égal à 10 et va tout de suite être évaluée. Et le résultat, en fait, le corps de la fonction sera le résultat de cette expression-là. Et ce qui nous permet ici d'avoir enfin notre factoriel récursif en JavaScript, avec du pattern matching. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est oui, mais moi j'aime bien faire du pattern, enfin j'aime bien avoir des fonctions qui me retournent d'autres fonctions, comment je fais? En fait, c'est simple. Vu que là, on vient de spécifier, on vient de mettre en place un postulat qui était de dire que si vous mettez une fonction paramètre, elle sera obligatoirement évaluée avec le paramètre qu'on aura passé à match. On fait une fonction qui retourne une autre fonction. Donc finalement, là, ici, on va bien avoir output qui sera un tableau de fonctions. Et à la fin, on voit qu'on fait un map. On aurait pu utiliser underscore pour invoke, mais je ne vais pas tricher. On fait un output.map, on appelle la fonction et ça retourne 1, 2 et 20. Et 20. Ça nous retourne 1, 2 et 0, normalement. Donc, parce que vous voyez, le protocole.wat, 2.wat, il n'est pas match sur HTTP et MQP. Du coup, on arrive sur la dernière option. Et c'est pour ça que ça nous retourne une fonction qui retourne 0. Et du coup, là, ce qu'on n'a pas pu dire la semaine dernière, c'est l'implémentation. Comment derrière, ça s'implémente tout ça? Parce qu'on a déjà vu l'implémentation du when, mais on n'a pas vu le reste. Et on va voir que c'est assez simple, mais qu'il y a des passages un peu dégueulasses, comme on l'a vu précédemment. Donc on a match, qui prend un nombre variable d'arguments. Soit on lui passe simplement un objet, soit on lui passe la valeur qu'on veut match, plus un objet de description. Ensuite, on a un matcher. On a un tableau de matchers. Donc ça, c'est quand on appelle match. Tout de suite, on initialise un tableau de matchers. On boucle sur toutes les clés qui nous a été passées en objet. Donc l'objet, c'est forcément le dernier paramètre qu'on a passé à match. Donc soit c'est le premier paramètre, soit c'est le dernier, mais de toute façon, on peut le récupérer de cette manière-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute dans matcher, push, new.unserialize, et là on passe la clé. Donc la clé, vous savez, c'est ce qui a été stringify, et la valeur de cette clé-là. Et ce que fait when.unserialize, c'est qu'il nous retourne un objet qui comprend match, result et position. Donc position, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on va extraire de la désérialisation de notre clé. Match, c'est la fonction de matching qui va prendre en paramètre ce qu'on va passer à la fonction qui sera retournée ici. Donc par exemple, n, la valeur de n, on va la passer là, et ça nous retourne forcément un booléen pour dire si oui ou non ça match. Et result, c'est ce qu'on doit retourner à la fin. Ensuite, pour contrecarrer les limites d'ECMAScript, on va réordonner ces différents matchers. Et on va regarder aussi, parce que ça c'est très intéressant, et j'ai essayé de chercher l'explication dans les specs pourquoi ils ont fait ça, mais j'ai pas l'explication en fait. Enfin, il ne s'est pas expliqué. Mais depuis ECMAScript 6, on peut utiliser des symboles. Donc les symboles, c'est ce qu'on trouve aussi en Ruby par exemple. Et les symboles en fait sont totalement à part. C'est-à-dire que quand vous créez un objet, vous avez une liste d'attributs, puis vous avez une liste de symboles. Cette liste de symboles par défaut, c'est un tableau vide. Et si vous précisez en propriété des symboles, ils seront disponibles uniquement via object.getOwnPropertySymbols, et vous passez votre objet, et là vous avez votre tableau de symboles. Donc ils ne sont pas du tout mis en même temps dans l'objet. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui a des chaînes de caractères en attributs et avec des symboles dedans, vous ne pourrez pas boucler d'un seul coup sur les deux. Il faudra boucler sur les deux séparément. Donc c'est pour ça qu'ici on regarde s'il y a un catch-all. Et s'il y a un catch-all, alors ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute directement en fait, le matcher de catch-all, donc en fait qui va retourner simplement true à chaque fois. Ça c'est marrant après pour la suite. Et enfin, ça c'est la fonction qu'on va retourner. Soit qu'on va exécuter tout de suite, soit qu'on va retourner. Donc elle va prendre en paramètre un input. Là les matchers, c'est toutes les fonctions de matching qu'on a. Et pour chaque matcher, en fait, on utilise directement find et on dit bah, matcher.match, on passe l'input. Si ça nous retourne true, alors on va avoir une fonction match. Sinon, si match n'a pas été trouvé, donc ça veut dire qu'ici, il n'y a aucun des patterns qui a matché, là on émet une exception.
ce qu'on attend du pattern matching, sachant que si vous avez précisé un catch all, bah, de toute façon, le matcher ici, le dernier qui sera à la fin, va être exécuté. Donc, on aura forcément un match ici. Et ce qu'on fait, c'est que si le match, c'est une fonction, tout de suite, on l'évalue. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon, on retourne tout de suite le résultat. Et enfin, comme match, soit ça vous retourne une fonction, soit ça exécute tout de suite le pattern matching, parce qu'en premier paramètre, vous passez la valeur, et en second, vous passez l'objet de description. Eh bien, à la fin, on regarde si on a un argument 2, alors on exécute cette fonction-là, donc tout de suite, on retourne tout de suite le résultat. Sinon, on retourne la fonction qui en fait contient déjà tous les matchers. Comme ça, vous pouvez la réutiliser entre plusieurs maps, etc. Donc ça, c'est assez cool, et puis c'est simple à expliquer. Et ensuite, on a le unserialize. Donc le unserialize, ici, voilà, quand on a le catch all symbole, match underscore true, en fait, underscore true, c'est une fonction qui retourne tout le temps true. Vous avez la valeur, et la position, c'est infinity. En fait, c'est totalement inutile de mettre position infinity. Non, parce qu'on... Si, c'est inutile, en fait. C'est pour avoir une API cohérente entre tous les matchers ont à chaque fois match, result, position, ce qu'on a dans un langage fortement typé. Tac, tac, tac. Et après, on fait. Et voilà, une serialize de la key, en fait, c'est là où on va sortir quelle est la position, quelle est la configuration du matcher. Et ensuite. Ah oui, et ensuite, si on revient ici, là, ce que vous avez, la fonction de match, en fait, qu'est-ce qui va me retourner un true false? Allez, ici. Ça, c'est ce qui génère en fonction des. Ça, c'est ce qui génère en fonction de ce que vous allez passer, en fait. Enfin, bon, ça, c'est vraiment dans l'implémentation, du coup, peut-être que je vais passer là-dessus, mais. Quand on désérialise la clé en premier paramètre va contenir la position, en second paramètre va contenir, par exemple, un symbole, stringify. Donc, par exemple, ça va être le range, que vous avez ici. Puis ensuite, après, les différents paramètres qui sont relatifs à ce pattern-là. Donc, par exemple, quand on fait un range, ce qu'on détecte, c'est est-ce que le premier paramètre, c'est un symbole range stringified. Si oui, on retourne une fonction qui prend en paramètre une entrée, puis on vérifie si l'entrée est plus grande que telle chose et plus petite que telle chose. Et puis après, on a end et or, on verra après la suite ce que c'est. Voilà. Okay. Et on fait aussi du pattern matching sur les regex, etc. Je pensais que j'avais plus de trucs. Okay. Si on résume, la librairie du coup est dispo. Vous pouvez, comme vous voyez en bas, en fait, quand vous allez require cette librairie-là, vous allez pouvoir, via de la déconstruction, récupérer, faire const entre accolade, match et when. Et là, vous avez deux mots-clés maintenant que vous pouvez utiliser partout dans votre code. Sinon, vous avez aussi require match when register. Donc là, ça les met globalement, en fait. Ça peut être c'est utile si vous voulez considérer que match when, ça fait partie du langage JavaScript, plutôt que d'avoir à les require chaque fois. Comme par exemple mettre underscore, si underscore de lodash de manière globale. Bah, ça consiste à dire, bah, moi, ma standard lib, elle a toujours underscore de dispo. Il n'y a pas de... Enfin, il y a plein d'écoles là-dedans, et ça peut valoir le coup. Sinon, il est possible aussi d'assembler les patterns. Donc ça, c'est une problématique qu'on a en JavaScript et qu'on n'a pas forcément dans d'autres langages, parce que dans d'autres langages, on a la surcharge des opérateurs. En JavaScript, on ne l'a pas. Comment est-ce qu'on fait pour contrecarrer ça? En fait, when a des méthodes end et or que vous pouvez proposer. Et donc ici, vous avez un premier pattern et un second pattern. Donc là, les deux patterns doivent matcher l'entrée pour que ce pattern-là soit considéré comme étant valide. Et vous avez la même chose avec OR. Donc là, vous avez des exemples avec range, avec les regex, etc. Et la suite, là, il y a deux choses qui nous manquent pour avoir vraiment une vraie librairie de pattern matching en JavaScript. La première, c'est... Alors ça, c'est un exemple qui a été pris dans du code d'aujourd'hui, en fait, dans une code review. La personne avait fait isPlaneObject, alors je fais un map de values de LM, etc. IsArray, je fais ça. IsThing, et que ça inclut dans la chaîne de caractères instance ID, alors je fais ça. Sinon, je retourne l'élément. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir supporter le matching avec directement les types. Donc si je fais whenObject, si ce que je passe en entrée c'est un objet, alors je fais ça. Sinon, un array, je fais ça. Une chaîne de caractères, donc là j'utilise when.n. Si c'est une chaîne de caractères et que c'est tel pattern, alors je fais ça. Et sinon, je retourne à identity. Après, c'est peut-être pas forcément une bonne chose d'avoir une fonction qui prenne autant de types différents. C'est ce qui est sorti de la code review à l'époque. Et enfin, là, la dernière caractéristique qui est très intéressante et qu'on utilise énormément parce que ça nous permet de faire des parseurs très facilement dans les langages fonctionnels, c'est de pouvoir extraire des informations directement. Par exemple, là, dans mon match, je vais dire si l'objet est sous cette forme-là, donc il a un attribut A, B, C, et dans C, il y a un autre objet avec E,
ben, je vais prendre ces valeurs-là. Donc là, c'est vraiment quand on regarde d'où est-ce que ça vient le pattern matching au niveau des langages fonctionnels, c'est vraiment pour extraire l'information et plutôt se concentrer non pas sur les valeurs, mais plutôt sur la structure des éléments. Et donc là, on est en plein dedans. Donc c'est vraiment très intéressant de supporter ça, on va faire. Et donc là, l'idée, c'est que je prends telle et telle et telle information, et là, dans la fonction qui va être évaluée, bah, je vais récupérer, alors malheureusement de manière positionnelle, A qui était ici, B et E. Et ça me permet après de travailler là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive à la suite. Il faut juste mettre à jour le test. Et ça arrive. Ok. Bah, du coup, avant de passer aux questions si vous en avez, je travaille du coup chez Advise. On recrute. Donc, s'il y a des développeurs parmi vous qui sont soit front-end, soit back-end, soit full stack, soit DevOps, n'hésitez pas, on a des technos assez cool. Et puis, sinon, si vous développez avec du Redis, même si vous faites du back, du front, si vous développez avec Redis, il y a un super outil qui s'appelle Redsmin et qui vous permet d'administrer et de monitorer en temps réel votre Redis. N'hésitez pas à vous créer un compte, c'est gratuit. Voilà. Et il y a des stickers, ça va. Bah, merci.